Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Nous sommes le samedi 27 septembre, vous êtes en plein week-end et vous voulez savoir ce qui s'est passé en Principauté? Eh bien vous êtes au bon endroit, voici les titres. Direction le Rwanda, où le souverain effectue actuellement une visite, un déplacement sportif mais également environnemental. Vous découvrirez comment l'apiculture devient un levier de développement dans ce pays d'Afrique de l'Est. Nous irons également à New York avec notre correspondante aux États-Unis, Alexandra Pani. Elle reviendra sur les faits majeurs de cette semaine onusienne. Du côté du port Hercule, le Monaco Yacht Show vient de s'achever. Nous vous ferons découvrir un tender d'exception ainsi qu'une masterclass culinaire organisée par la Maison Gusto. Un défilé de mode de la maison Lanvin Monaco avec en plus une dimension solidaire. Une partie des ventes sera reversée à l'association Monaco This is Power. Et enfin, l'Opéra Galerie accueille en ce moment une exposition consacrée à 40 ans de création de l'artiste espagnol Manolo Valdés. Nous vous emmenons au Rwanda pour débuter ce journal où se trouve actuellement le prince Albert II. Il a assisté aujourd'hui aux épreuves du championnat du monde de cyclisme qui se déroule pour la première fois en Afrique. Mais avant cela, c'est un programme où l'apiculture est un levier de développement que le prince souverain a visité à la frontière de l'Ouganda. Bonsoir Émilie Rousseau, vous êtes notre envoyé spécial avec Sylvain Péroumal pour suivre cette visite du prince Albert II au Rwanda. Oui, c'est ici à 2000 mètres d'altitude en face des volcans et du lac Rwando que son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, a débuté son déplacement au Rwanda. C'est ici, au foyer de charité Vierge des pauvres, qu'il a pu découvrir l'un des programmes de Rucher École de l'Observatoire français d'apidologie, une ONG soutenue par sa fondation. Nous sommes à 80 km de la capitale rwandaise, Kigali. Sur cette colline verdoyante se niche un havre de paix et un programme porteur d'avenir pour le pays. Depuis 3 ans maintenant, l'Observatoire français d'apidologie développe des bi-académies, des ruchers-écoles dédiées à la formation de femmes défavorisées au métier d'apicultrice. Un projet novateur, aux retombées multiples, que son Altesse Sérénissime le prince Albert II a pu découvrir à Rwando. Il a pu s'entretenir avec ces femmes, connaître leur histoire et comment ce programme a changé leur vie. Elles étaient dans des situations de grande fragilité. Elles avaient souvent très peur également de venir dans ces centres de formation, puisque généralement et traditionnellement l'apiculture était un métier d'homme, donc elles étaient un peu anxieuses et elles ont appris à vivre et à s'occuper de ces abeilles, à prendre confiance en elles, et puis à devenir également elles-mêmes des formatrices. Parce que dans notre programme, après cette année de formation, où elles apprennent donc à s'occuper de ruchers, à produire du miel, elles vont pouvoir commencer à être autonomes. On va donc leur donner des ruches pour qu'elles puissent gérer de manière autonome leurs ruchers, mais elles vont elles-mêmes devenir formatrices puisqu'elles vont à leur tour venir former, transmettre leur savoir aux nouvelles élèves qu'on accueille. La Bi-Académie de Rwando est le 4e rucher école lancé par l'OFA. Situé au foyer de charité Vierge des pauvres, il a entièrement été conçu par les femmes qui sont parties d'une feuille blanche. La formation se passe souvent. Il y a la fabrication du rucher qui peut prendre 2 ou 3 mois. Et au bout de 3 mois, quand elles ont fini de préparer cet endroit-là, elle reçoit des cours théoriques et pratiques sur le rucher. Voilà. Après un temps de recueillement dans la chapelle de la communauté religieuse, le prince Albert II a poursuivi son périple rwandais au domaine de l'hôtel One and Only, situé au sein du parc des volcans. Là aussi, il a pu constater l'implication et la détermination de ces femmes apicultrices. À l'image de Jeannette, 28 ans, mère d'un enfant, elle est l'une des premières femmes à avoir intégré la Bi-Académie. Njyewe ikintu iyo mbonye umuntu yikora akava mu Burayi ari njyewe aje kureba mpita numva ko nanjye ndi umuntu ukomeye bihita byagiye bibundi byahise bintera kwako iyo umuntu amajije kubyarira mu rugo ahita yumva icyizere agitaye nyine agiye inyuma ariko iyo mbonye umuntu aza Jeannette narakubonye gutya na gutya mpita numva ngize gukomera muri njyewe. Si le Rwanda est appelé le pays des 1000 collines, il est aussi surnommé le pays du lait et du miel. Aujourd'hui, ce nectar doré fait le bonheur de ces femmes et cela n'est pas près de s'arrêter. Une nouvelle Bi-Académie devrait fleurir d'ici la fin de l'année.
Et nous avons voulu ce soir en savoir plus sur les missions de l'Observatoire français d'apidologie et l'origine de ses engagements. Notre envoyé spécial Émilie Rousseau est en compagnie de Thierry Dufresne sur le site du Rucher École que le prince Albert II a inauguré. Bonsoir Thierry Dufresne. Bonsoir Émilie. Merci d'être notre invité ce soir sur Monaco Info. Vous êtes le président fondateur de l'Observatoire français d'apidologie. On va revenir tout d'abord sur votre engagement pour la protection des abeilles. Qu'est-ce qui vous a mené à créer l'OFA? Il y a 12 ans exactement, j'étais à l'aube de prendre ma retraite. Je venais d'avoir ma première petite fille, Isor. J'ai 10 petits-enfants maintenant. Et je venais d'une carrière de dirigeant dans l'industrie du luxe. Et je me suis posé la question en me disant, qu'est-ce que va me poser comme question plus tard ma petite fille? Est-ce qu'elle va vouloir me parler du luxe? Probablement pas. Est-ce qu'elle voudra me parler de ma vie professionnelle avec Karl Lagerfeld? Probablement pas. Elle me dira, qu'est-ce que tu as fait pour nous? Et je me suis dit, il y a urgence, moi qui viens d'une génération privilégiée, il y a urgence à faire quelque chose. Et pourquoi les abeilles? Parce qu'en fait, les abeilles, c'est la vie. Et je me suis dit que pour les enfants, pour la génération future, ce qui était important, c'était de préserver la biodiversité. Et les abeilles sont à l'origine de cette protection de la biodiversité, parce que par leur rôle de principal pollinisateur, elles représentent 70% de la pollinisation, c'est-à-dire la reproduction de toutes les plantes à fleurs, de tous les végétaux, et 30% de ce que nous consommons vient des abeilles. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'intéresser à la sauvegarde des abeilles. Oui, voilà, 12 ans, comme vous l'avez dit, que vous menez à bien ces missions avec l'OFA. 3 ans que vous êtes désormais ici au Rwanda. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous installer ici dans ce pays d'Afrique ? Parce qu'après avoir étudié l'apidologie, l'Observatoire français d'apidologie, l'apidologie c'est un terme qui paraît étonnant, on l'utilise pas beaucoup, ça veut dire l'étude du comportement des abeilles. Après avoir largement étudié l'étude du comportement des abeilles, on a voulu étudier les produits de la ruche, c'est-à-dire comprendre pourquoi les abeilles, grâce à la propolis, arrivaient à protéger leur ruche qui était considéré comme aussi aseptisé qu'un bloc opératoire. Et depuis l'origine d'ailleurs du monde, on utilise la propolis pour se protéger contre certaines maladies et certains ont l'habitude d'en prendre lorsqu'ils ont mal à la gorge. Et donc on a constitué au sein de l'OFA une Propolythèque internationale, c'est-à-dire on a récolté des propolis à travers le monde et on les a caractérisés. Caractériser, ça veut dire essayer de comprendre quel était leur impact particulier grâce à leur qualité antiseptique, donc contre les bactéries, ou antifongique, c'est-à-dire contre les champignons, c'est pour le traitement des végétaux. Et un jour, je me suis dit, mais sans aucun doute, une forêt primaire est capable de nous offrir un trésor. Pourquoi ? Parce qu'une forêt primaire, c'est non seulement une forêt qui est protégée de l'homme, mais c'est une forêt qui renferme énormément de végétaux qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Il y a peu de forêts primaires encore sur Terre. Et je me suis mis devant une carte et j'ai essayé de chercher parmi le peu de forêts primaires celle qui était la plus proche de l'équateur. Pourquoi ? Parce que ça nous permettait d'avoir une saison florale plus longue pour les recherches. Et c'était le Rwanda. Et ça a été l'origine de notre venue. Et nous avons, au sein de la forêt primaire, découvert des propolis avec un impact juste exceptionnel, jamais rencontré depuis dans le monde. Ça a été la raison de la création de l'OFA Rwanda. Oui, on l'entend dans vos propos, c'est vraiment la nature au service de la nature. Absolument, mais il faut qu'on comprenne tous que la plus belle bibliothèque du monde se trouve dans la nature. Tout est inscrit dans la nature. Toute la réponse est dans la nature. Il faut juste qu'on soit capable de lire les livres, c'est-à-dire de comprendre ce que la nature nous offre, de comprendre ce qu'elle nous dit et de savoir l'utiliser. Mais finalement, comme les anciens. Et c'est intéressant de se dire que nous sommes sur Terre depuis 300 000 ans. L'abeille est sur Terre depuis 100 millions d'années. Et en 100 millions d'années, elle a acquis dans ses gènes des connaissances qui, souvent, vont au-delà des connaissances que nous avons nous-mêmes. Donc il faut savoir s'en inspirer et les rechercher. Alors ce projet à la fois environnemental et sanitaire, vous avez voulu lui apporter un aspect social en créant des ruchers écoles. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors c'était un retour en fait.
Comme le Rwanda nous a offert un trésor à travers ces propolis exceptionnels qui nous ont servi à déposer des brevets sur la santé humaine, qui nous servent également aujourd'hui à faire des expérimentations de façon à trouver la solution pour traiter les végétaux de manière naturelle, c'est-à-dire baisser la pression des produits nocifs. Comme le Rwanda nous avait offert ça, on s'est dit il faut peut-être qu'on rende quelque chose au Rwanda, puisque nous avons une expertise dans l'apiculture, comme nous connaissons les techniques apicoles. Nous pourrions peut-être en faire profiter des femmes fragilisées, souvent des filles mères, qui ont été peu acceptées au sein de leur environnement, de leur village, de leur famille. Et si on s'occupait d'elles, si on leur apprenait un métier, si on leur transmettait notre savoir, elles auraient la possibilité d'acquérir une autonomie financière pour elles et pour leur famille. Alors on a décidé d'ouvrir des centres de formation dédiés uniquement à ces femmes fragilisées. On a ouvert le premier, le second, on en est maintenant au 5e qu'on inaugure ici au sein de l'hôtel One and Only, et bientôt un 6e qui ouvrira à la fin de cette année, ce qui veut dire qu'à horizon 2030, on aura formé 500 femmes qui seront devenues autonomes grâce à leur métier de l'apiculture. Et dans vos actions, vous pouvez bénéficier du soutien du prince Albert II et de sa fondation. C'est un soutien inestimable. Bien sûr que c'est un soutien inestimable, pour deux raisons. D'abord parce qu'il est là depuis l'origine. Ça fait 12 ans que le prince nous donne sa confiance et nous soutient. Et ce qui est exceptionnel, c'est que, et je peux vous le dire, moi qui maintenant ai baigné dedans, c'est le plus grand ambassadeur de la défense de la biodiversité dans le monde. Et ça, c'est reconnu de tout le monde. C'est héréditaire d'ailleurs chez lui, comme le fait d'être souverain, parce que son père, son grand-père, son arrière-grand-père étaient déjà des exemples dans cette protection de la nature et des océans. Donc le fait que le prince puisse nous apporter son soutien, puisse se déplacer, il faut savoir qu'il est avec nous aujourd'hui. Il est avec nous aujourd'hui alors qu'il y a 2 jours, nous l'avons tous vu à la tribune de l'ONU, et qu'il considère que ça peut être très important de traverser les océans, de venir à l'autre bout du monde dans cet endroit un peu perdu au sein de Rwanda pour nous apporter son soutien. C'est quelque chose d'absolument exceptionnel, bien entendu. C'est une grande fierté pour nous, mais c'est surtout une action qui nous oblige. Lorsqu'on a la chance d'avoir une telle personnalité qui se penche depuis l'origine sur notre berceau, ça veut dire que nous devons d'apporter une réponse. Et aujourd'hui est passé le temps des constats. C'est fini. Plus personne ne veut entendre parler des constats. On les connaît. On veut aujourd'hui des actions, des réponses, et sans doute ce que nous faisons dans la recherche pour le traitement des végétaux de manière naturelle pourrait être une réponse dont j'espère qu'un jour le prince en sera fier. Eh bien, merci beaucoup Thierry Dufresne d'avoir été notre invité ce soir ici au Rwanda. Voilà pour cet entretien réalisé avec Sylvain Péroumal. Le souverain qui est actuellement au Rwanda, mais qui était à New York cette semaine pour la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous en avons largement parlé. Le prince Albert II, qui a, comme la France et de nombreux autres pays, reconnu officiellement l'État de Palestine. Nous revenons dans notre chronique US plus largement sur cette semaine onusienne avec Alexandra Pani. Bonsoir, oui, tout à fait. Nous vous avons permis de suivre les différentes interventions du prince souverain aux Nations unies en ce début de semaine. Ce grand rendez-vous du multilatéralisme est également l'occasion de s'entretenir avec ses homologues d'autres pays dans le cadre de rencontres bilatérales. Je vous propose aujourd'hui de nous intéresser justement à ce pilier des relations diplomatiques. La semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies réunit l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement pour qu'ils puissent présenter leurs priorités et échanger sur les grands enjeux mondiaux. La principauté a participé cette année encore aux nombreuses conférences organisées par les Nations unies, des célébrations des 80 ans de l'organisation au 30e anniversaire de la déclaration de Beijing pour la promotion des droits des femmes et l'égalité des sexes, ou encore les 30 ans du programme d'action mondiale pour la jeunesse. Mais à côté de ces grands rendez-vous, c'est l'occasion pour les pays d'aborder des sujets plus spécifiques grâce à des rencontres bilatérales. C'est toujours l'occasion, lorsque je viens à New York, de rencontrer des homologues. Et cette année, nous avons eu l'occasion d'avoir des entretiens bilatéraux
avec de nombreux pays, par exemple la Jamaïque, les Philippines ou encore les Maldives, avec lesquels donc nous avons partagé des sujets d'intérêt commun entre ces pays et la Principauté de Monaco. Et je dois dire que beaucoup d'entre eux ont mis en avant l'implication de Son Altesse Sérénissime le Prince en faveur de la lutte contre le changement climatique et plus particulièrement de la protection des océans. Pour nous, c'est fondamental effectivement de développer des synergies avec tous ces pays. Donc ça se fait aussi bien au niveau de la Principauté elle-même, du département, mais aussi des ambassadeurs. Alors soit nos ambassadeurs, soit les ambassadeurs qui sont accrédités à Monaco. Et cette année, à l'occasion de cette semaine onusienne, Monaco a établi des relations diplomatiques avec 2 nouveaux pays. Nous l'avons fait avec Trinité et Tobago hier. Là aussi, des enjeux maritimes, des préoccupations dans le domaine du sport et également du développement d'une activité portuaire durable, donc des questions qui sont aussi au centre des priorités de la Principauté. Et pour finir, établissement des relations diplomatiques avec la République de Singapour. Alors, on avait des collaborations très concrètes déjà avec Singapour, notamment ici au sein de l'ONU et dans les enceintes multilatérales, mais pas d'établissement de relations diplomatiques. Donc c'est chose faite et on s'en réjouit. En présence du prince souverain, la cérémonie s'est déroulée au sein de la mission permanente de Singapour auprès des Nations Unies. We are 2 small states who have to focus externally to make a living. Because we are small states, we in fact look at the world through very similar perspectives, despite the distance of more than 10,000 kilometers. His Serene Highness's interest in science, in the oceans, his belief in multilateralism, in globalization, have all been inspiring for us in Singapore. So in fact, today's signing is in a sense the formalization of a very long and close relationship. And we look forward to building on this even more in the future. À la suite de ces 2 signatures, la Principauté entretient donc désormais des relations diplomatiques avec 165 États. En bref, le ministre d'État est allé à la rencontre des maires des communes voisines cette semaine. Christophe Mirmand a ainsi rencontré Xavier Bec, le maire de Cap-d'Aille. D'ailleurs, à la suite de cet entretien, les travaux sur la moyenne corniche sont suspendus jusqu'au 5 octobre en attendant de trouver une solution pour éviter ces bouchons monstres aux heures de pointe. Autre entretien avec le maire de Roquebrune-Cap-Martin, Patrick Césari. Et enfin, le ministre d'État a également rencontré ce vendredi le maire de Nice, Christian Estrosi. Passons au Monaco Yacht Show. Nous allons vous présenter des bateaux bien connus, les Tender, qui ont inspiré une chanson d'Elvis Presley, Love Me Tender, Love Me True. Évidemment, je vous dis n'importe quoi. En tout cas, on va vraiment parler d'un Tender bien particulier dans ce reportage de Vanessa Dessy sur des images de Camille Caloni. Présenté en exclusivité au Monaco Yacht Show, le nouveau Pirelli 47 redéfinit les codes du semi-rigide. Avec près de 15 mètres de long, 3 moteurs de plus de 400 chevaux et une carène de course à double step, un concentré de performance et de style. C'est un bateau exceptionnel, une nouvelle carène désignée par des Nordiques, faite pour prendre la mer et pour de la vitesse. Vous avez la possibilité de personnaliser ce bateau dans tous les sens, les tubes, les couleurs, le hardtop. Il y a toujours cette image sportive qui est associée bien évidemment, mais voilà, le dessin de la carène est fait pour prendre de la vitesse avec une belle solidité. Et donc du coup on va être capable de couper, de passer en mer de manière qualitative. Et bien évidemment on a les boudins sur le côté, les boudins qui vont permettre d'extraire de l'eau supplémentaire. Donc on va vraiment avoir un produit intéressant. On peut aller à plus de 60 nœuds. Une motorisation hors-board, mais étudiée également pour accueillir de l'inboard pour les gens qui souhaitent avoir un chase boat avec le gros bateau ou qui veulent simplement profiter d'une plage arrière plus importante, un peu plus à la méditerranéenne. Pensé pour une clientèle exigeante, le Pirelli 47 vise les amateurs de sensations fortes qui ne veulent rien sacrifier au confort. Propriétaires de yachts en quête d'un Tender prestigieux, passionnés de vitesse raffinée ou familles désireuses d'un semi-rigide, spacieux et luxueux. On va avoir des clients qui ont déjà donc un bateau de plus de 35 mètres en règle générale, qui ont besoin d'avoir ce qu'on appelle un bateau de support, un bateau de chasse,
qui va leur permettre d'aller, venir, de faire des courses, faire des emplettes, aller récupérer des gens à l'aéroport ou à l'héliport, etc. Mais on va avoir aussi des gens qui ont envie de passer une journée en famille, passer du bon temps. On a de la cabine, on a la climatisation, on a de quoi cuisiner également, donc de faire un beau setup familial. Et ces gens-là ont besoin de simplicité aussi, ils veulent s'amuser un petit peu, mais en toute sécurité également. Avec ce modèle, Pirelli affirme sa volonté d'allier performance, design soigné et habitabilité, visant autant les plaisanciers exigeants que ceux qui cherchent une touche de sportivité en mer. Toujours dans le cadre du Monaco Yacht Show, Maison del Gusto organise une masterclass mettant à l'honneur le dialogue culturel et la haute cuisine à bord des yachts les plus prestigieux. Reportage de Vanessa Dessy et Camille Caloni. Pendant le Monaco Yacht Show, Maison del Gusto, institution monégasque dédiée depuis plus de 10 ans à l'excellence culinaire et à l'art de l'hospitalité, propose des masterclass exceptionnelles. L'événement offert aux chefs de yacht donne l'opportunité de découvrir la cuisine comme une véritable discipline. C'est 3 jours pour nous, c'est 3 masterclass parce que c'est beaucoup de travail à mettre en place pendant la saison parce que nous avons une saison très chargée. Nous faisons des masterclass, ça veut dire que nous faisons des démonstrations culinaires, mais ce n'est pas seulement des démonstrations, c'est des expériences. Des expériences parce qu'il y a des personnes qui arrivent dans le monde entier, il y a des producteurs, mais aussi des chefs des yachts qui peuvent effectivement démontrer leur technique et leur connaissance et leur passion pour la nourriture. Cette année, afin de clôturer ces masterclass, Maison del Gusto accueille le chef Andrea Marzocchi. Figure de la gastronomie italienne, il se distingue par une cuisine où tradition et créativité s'harmonisent. Pendant le Monaco Yacht Show, il séduit par son approche raffinée et contemporaine. Andrea, c'est un chef sur le yacht il y a 10 ans. Il a commencé le parcours un peu avec nous. Maintenant, il est sur le moto-yacht Oliviao, qui c'est le grand bateau un peu au contraire. Et c'est comme beaucoup de chefs, fait un carré dans beaucoup de restaurants. Mais l'attention qu'il a dans les ingrédients et l'inspiration à l'art dans ses plats, c'est quelque chose de magnifique parce que le niveau, c'est extraordinaire. Ces masterclass rappellent que Monaco n'est pas seulement un port de prestige, mais un lieu où culture, tradition et innovation se rencontrent pour célébrer l'excellence mondiale. Mode et solidarité se sont rencontrés jeudi soir en Principauté. La maison Lanvin Monaco a présenté en avant-première sa collection automne-hiver. Mais au-delà de l'élégance, l'événement avait une dimension solidaire. Une partie des ventes sera reversée à l'association Monaco This is Power. Reportage de Devika Guérenfard et Thomas Deus. Au cœur du Monaco One, les mannequins ont défilé pour une soirée placée sous le signe du raffinement et de la générosité. Le défilé vente organisé par la maison Lanvin Monaco avait un objectif clair, mettre la mode au service d'une cause noble. Depuis bientôt 20 ans, l'association Monaco This is Power accompagne enfants et adultes en situation de handicap, mais aussi leurs familles grâce à des projets d'accueil, de soutien et de répit. Notre association Monaco This is Power a pour vocation de s'occuper et d'aider des personnes avec handicap mental, avec autisme, ainsi que leurs familles, enfants et adultes. Alors c'est un projet qui était à l'initiative effectivement de la maison Lanvin Monaco et qui a été suivi bien sûr par la direction générale et c'est quelque chose qui évidemment qui nous fait plaisir parce que déjà c'est un soutien en plus qui se fait avec beaucoup d'élégance de surcroît et c'est agréable et puis ça mobilise, l'équipe de Lanvin a mobilisé beaucoup de sa clientèle qui est venue en nombre et qui vont nous apporter 10% des ventes qui seront réalisées ce soir. L'association multiplie les initiatives, maisons de répit dans les Alpes de Haute-Provence, groupes de parole, prise en charge éducative et sociale, une action de terrain soutenue depuis 3 ans par l'une des plus anciennes maisons de haute couture françaises. Rendons-nous à présent à l'Opéra Galerie qui accueille en ce moment une exposition consacrée à l'artiste espagnol Manolo Valdés. Sculpture monumentale, collage et peinture retracent plus d'une 40aine d'années de création. Le reportage de Crisinda Petit-Thomel et Alexandra Paolini. Durant quelques semaines, l'Opéra Galerie s'est mué en véritable écrin pour les œuvres de l'artiste espagnol Manolo Valdés. Chaque pièce revisite les grands maîtres de Velázquez à Matisse, mais avec une énergie résolument contemporaine.
Manolo Valdés a, dans son interprétation et sa manière de s'exprimer artistiquement, va effectivement donc, reprendre donc, des œuvres importantes d'artistes qui l'ont marqué ou qui l'ont inspiré pour réaliser ses œuvres. L'exemple le plus iconique, je dirais, dans son œuvre va être celui où il s'est inspiré donc, de Velázquez, de la peinture de Velázquez et les Ménines, qu'il a décliné ensuite de manière sculpturale et sous différents formats, comme on peut apprécier ici en galerie ou sur la promenade du Larvoto en principauté jusqu'à la fin de l'année. Ces célèbres reines, ces têtes monumentales et ces collages aux textures singulières imposent par leur présence et leur grandeur des œuvres qui séduisent autant qu'elles impressionnent. Son travail est assez organique, il va travailler donc avec beaucoup de matières, il s'attelle réellement à travailler avec différents types de matériaux comme le bronze, l'aluminium, le bois, l'onyx, l'albâtre, donc le marbre et différents types de pierres pour réaliser ces sculptures de grand format ou même de format plus domestique. Aluminium, résine, verre de Murano ou simple morceau de toile, Manolo Valdés transcende la matière pour donner vie à des icônes intemporelles. Un voyage artistique à découvrir jusqu'au 24 octobre à l'Opéra Galerie, au Palais de la Scala, 1 avenue Henri Dunant. En bref, la nageuse monégasque Lisa Pou a été couronnée championne d'eau libre pour la saison 2025 par l'Européenne Aquatics. Pour rappel, elle a obtenu cette année la médaille de bronze du 10 km au dernier championnat du monde. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo fait savoir que Maria Joao Pires ne pourra pas assurer le récital du 8 octobre. Elle sera remplacée par le pianiste français David Frey, qui accompagnera donc Mathias Gorn. Ce samedi, une braderie était organisée par la mairie au parc Princesse Antoinette. Le but, favoriser l'économie circulaire afin de lutter contre le gaspillage. Les Monégasques et les résidents ont pu installer leur stand gratuitement afin de vendre des articles, que ce soit des vêtements, des livres, des jouets et autres. Cette braderie a accueilli également un coin vide-chambre imaginé par les collégiens du projet communal Junior. Une braderie que je vous propose de découvrir aussi en photo pour clore ce JT. Juste après ces clichés de Manuel Vitali, la météo de Sarah Nkari. Merci à tous pour votre fidélité. Vous retrouverez dimanche à 18h30 Patricia Navarro à la présentation. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous passez un excellent week-end. En tout cas, demain, vous pourrez toujours profiter des activités en extérieur. Le temps sera similaire à celui d'aujourd'hui, alternance d'éclaircies et quelques passages nuageux. De même concernant les températures, elles varieront entre 14 et 21 degrés au cours de la journée. Et oui, c'est plus frais depuis quelques jours, pas de doute, nous sommes bien passés à l'automne. Notez que ce dimanche 28 août, nous fêterons la Saint-Venceslas et célébrerons notamment la Journée mondiale de la mer, un thème cher à la principauté. Belle soirée avec nous sur Monaco Info. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.